suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Madame, Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial qui vient vers vous pour vous présenter une structure qui vient de voir le jour, mais aussi un acteur politique, un analyste politique, mais aussi un entrepreneur. Mais qui est-il réellement et comment s'appelle-t-il? Je vous invite à trouver quelques éléments de réponse dans ces portraits que nous avons dressés à votre attention. À tout à l'heure. Originaire de Kabea-Kamwanga dans la province du Kasaï oriental, Martin Tshisekedi est né le 2 décembre avant l'indépendance. Fils de Tshisekedi Bernard, oncle paternel d'Étienne Tshisekedi et de Bernadette Ntumba, Martin Tshisekedi est marié et père de 2 enfants, dont Nelson et Annette Tshisekedi. Détenteur de plusieurs diplômes, dont celui de droit relatif aux entreprises en Italie, Martin Tshisekedi est un acteur politique qui a beaucoup œuvré dans les coulisses de l'UDPS, où il a participé à plusieurs rencontres de haut niveau. Écrivain et auteur de plusieurs publications, dont Pourquoi jamais l'UDPS, Martin Tshisekedi est président du mouvement de génération du travail. À ce jour, il est l'invité principal de ce plateau spécial. Monsieur Martin Tshisekedi, vous avez suivi ces portraits, on vous a présenté à la fois analyste politique, on a aussi dit que vous êtes un acteur politique, entrepreneur aussi, parce que vous avez eu à mettre sur pied des projets, même une entreprise que vous avez dirigée. Est-ce qu'il y a un élément qui manque dans ces portraits que nous avons présentés tout à l'heure? Merci beaucoup. L'élément qui manque, c'est peut-être que je suis patriotiste, congolais. Je pense que tout est dit là. Je crois que vous n'êtes pas présenté, surtout à Kinshasa, parce que on vous voit, on vous connaît, Martin Tshisekedi. C'est important, avant que nous puissions parler pendant cet entretien du reste qui va porter sur 3 points, je voulais quand même le rappeler. On parlera de votre structure, le mouvement de la génération du travail, une structure que vous avez mis en place. On parlera aussi de l'actualité, c'est très important. Vous êtes congolais, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important que nous sachions votre position, votre point de vue par rapport aux questions qui touchent à la vie politique nationale de votre pays, mais aussi, à la fin, on pourra terminer avec votre parti, l'UDPS, et aussi par des écrits que vous avez fait dernièrement avec le livre que vous comptez publier. Dites-nous, Monsieur Martin Tshisekedi, vous êtes un politique, vous êtes un businessman, si vous le permettez, ou vous êtes un entrepreneur? Tout cela dépend de la raison pour laquelle vous me recevez. Comme vous avez donné une sorte de cahier de charges par rapport à notre rencontre ce soir, je pense que je suis, bon, bien sûr, je serai toujours entrepreneur, parce que c'est ça ma vie principale. Je suis à la tête d'une association qui s'appelle Mouvement de la génération du travail, parce que je fais partie de cette génération des gens qui veulent travailler, mais en même temps aussi, je fais partie de ceux qui veulent générer le travail. Donc, je pense que le côté politique, nous sommes obligés, parce que nous vivons, nous tous, une période suffisamment douloureuse, c'est-à-dire une période qui dénote une totale crise de confiance. Les Congolais n'ont plus confiance les uns envers les autres. Alors, ce qui fait d'emblée que nous tous, nous sommes impliqués dans la vie politique, parce que cette confiance est partie du peuple, cette méfiance est partie des acteurs politiques, des dirigeants politiques. Alors, nous sommes en train de travailler dans ça. Donc, pour répondre à votre question, oui, je suis dans la politique, bien sûr, parce que je suis membre d'honneur de l'UDPS. Je suis dans le social avec mon mouvement, bien sûr, notre mouvement, le mouvement de la génération du travail, et je suis dans les entreprises parce que je suis entrepreneur. Est-ce que vous êtes toujours, vous l'êtes encore membre d'honneur de l'UDPS jusqu'à ce jour? Mais on ne cesse jamais d'être membre d'honneur d'abord. Et puis l'UDPS c'est mon parti.
nous allons célébrer les 34 ans de l'existence officielle de l'UDPS. Mais je peux vous dire que pour moi, ça fait 38 ans parce que nous avons subi la naissance de l'UDPS bien avant 1982. Je me rappelle, j'étais en France, j'étais à Paris, en 78, quand notre président du parti, qui alors n'était pas président du parti, parce que l'UDPS n'existait pas comme parti, c'était quelque chose de clandestin d'ailleurs, il a fait des déclarations vraies, mais qui étaient hostiles au pouvoir de Joseph Mobutu. Ces déclarations étaient faites à Bruxelles, moi j'étais à Paris, j'étais inscrit à l'université et ça commençait, ça chamboulait tout ce qui était ma famille biologique, parce que vous savez comment était, bon, on a eu des répressions et tout ça, mais nous avons commencé à vivre cela, mais comme il était toujours dans le juste, nous l'avons suivi jusqu'à ce jour. Dites-nous un peu, Monsieur Martin Tshisekedi, vous parlez des l'UDPS, mais il est vrai que si vous approchez les milieux proches de votre parti, on vous reproche un peu d'être à cheval entre le pouvoir et l'opposition. Comment répondez-vous à cela? Vous parlez d'être à cheval entre le pouvoir et l'opposition, je trouve aussi c'est un peu trop caricaturé. Je pense que nous devons revenir à la notion de la politique réelle dans notre pays. Les adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Si, par le fait que je puisse être en bonne relation en dehors du cadre électoral, ou bien en dehors des projets des sociétés, mais je puisse être en relation d'amitié ou d'affinité avec quelqu'un qui est au pouvoir, je ne trouve pas que c'est un problème. Tenez, l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Grâce aux personnalités de l'UDPS, les 13 parlementaires, et surtout grâce à Étienne Tshisekedi, nous sommes parvenus à être dans ce que nous appelons la démocratie aujourd'hui, même si elle est embryonnaire, mais nous sommes en démocratie. C'est grâce à Étienne Tshisekedi que nous avons acquis la liberté d'expression. C'est grâce à Étienne Tshisekedi que nous sommes allés, à la fin des comptes, vers ce que Kabila a concrétisé, 2 élections. C'est lui-même le père de la démocratie. Exactement, mais en fait, on ne développe pas un pays, on se développe ensemble. On se développe. Alors, il a initié quelque chose, ils ont initié quelque chose, et nous devons continuer avec l'élan. En fait, vous parlez d'être à cheval. Je ne pense pas qu'il faudrait mettre des choses dans ce sens. Il faudrait plutôt voir les vertus qu'il y a. Vos acquaintances avec le pouvoir, ça dérange à l'UDPS. Je pense que ça dérange qui n'a pas compris. Je vous dirais qu'il y a eu pire que moi. Il y a eu des personnes qui ont perdu, même leur vie. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur pouvoir d'achat, qui sont mortes économiquement, politiquement, physiquement. Mais de ces personnes qui ont aussi dit, nous avons atteint ce que nous cherchions, on n'est plus dans la dictature de Mobutu, parce que c'était ça le grand problème du départ. Et puis qui ont dit, maintenant notre parti, nous pouvons aller vers la conquête du pouvoir. Et le pouvoir peut se conquérir de différentes manières, petit à petit ou tout à la fois. Mais je ne sais pas, tout à la fois, on ne doit pas renverser les régimes parce qu'on a subi le régime de Mobutu. Apparition maintes fois sur les antennes de la chaîne publique, la RTNC, sans avoir mandat du parti ou sinon même de lui-même, le président du parti, dérange même à l'UDPS. Vous avez bien dit une chaîne publique, mais je me demande pourquoi la chaîne publique doit être ennemie des partis de l'opposition. Ça, c'est un. Des deux, il me semble que il y a d'autres personnes que vous appelez les gens de l'opposition qui passent sur ces mêmes chaînes. Quand je suis invité, je ne dois pas dire le contraire. Je dois dire que je viens parce que je peux dire. Mais retenez que je ne représente jamais l'UDPS. Jamais je suis venu sur un plateau de quelque chaîne de télévision que ce soit, privée ou publique, au nom de l'UDPS. On va clôturer ce chapitre. La toute dernière fois, on vous a vu, ça a beaucoup dérangé, surtout même à l'UDPS. Ça a créé même une polémique entre vous et certains cadres de l'UDPS. Quand vous parlez de l'état de santé du président Tshisekedi, vous avez présenté la nécessité, l'urgence qu'il soit évacué à l'étranger pour avoir des soins appropriés.
quand bien même que cela a été vrai par après, mais on a eu comme l'impression, surtout à l'IDPS, que vous étiez en train d'apporter de l'eau au moulin des adversaires politiques de Etienne Tshisekedi. Pourquoi vous ne me poserez pas cette question dans le sens inverse, c'est-à-dire les personnes qui ont, excusez-moi les termes pas courtois, mais je dois le dire, par des mensonges que tout le monde a suivis, qui ont nié même que mon président avait des ennuis de santé. Et après 2 mois, ils ont oublié leurs mensonges. Ils parlent de la convalescence du président. Comment peut-on être convalescent sans avoir jamais été malade? Vous voyez que c'est un peu... Je trouve ça puéril. Je pense que ça, ce n'est pas le chapitre qui m'intéresse. Les gens peuvent dire... En fait, c'est ça, la liberté d'expression. Quel a été l'objectif? Quel a été votre souci quand vous passez pour... tu vas plaider pour l'évacuation du président Tshisekedi? Mon souci, qui est toujours d'actualité, est que Etienne Tshisekedi ne nous appartient plus comme famille biologique. Etienne Tshisekedi, c'est un monument de l'État. C'est un homme d'État. Etienne Tshisekedi, je viens de dresser un bilan très positif, très lumineux sur Etienne Tshisekedi. Grâce à lui, nous avons la liberté d'expression. Et cette liberté nous a amené la démocratie. Et la démocratie, nous sommes en train de la faire venir. Mais c'est grâce à Etienne Tshisekedi. Mais il ne peut pas être amené dans un hôpital de proximité parce qu'on veut cacher certaines choses. Et on attend que le pire y arrive. Parce que moi, je crois que quand on va à l'hôpital, c'est pour guérir ou pour mourir. Est-ce que vos démarches avaient donné des résultats? Je ne peux pas prendre sur mes épaules une telle charge, mais je sais que le gouvernement de la République s'est occupé du cas. Et tout ce que moi je peux savoir, et je dis merci d'ailleurs à tout le monde, que ce soit les membres de ma famille, que ce soit ceux du gouvernement, qui sont occupés du cas. Et M. Etienne Tshisekedi est en parfaite santé. Ouais. Nous le souhaitons, nous tous. Alors, parlons de la structure que vous avez mis en place, les mouvements de la génération du travail, MGT. C'est quoi encore? Une association, un parti politique ou une entreprise que vous avez encore mise en place? Le mouvement de la génération du travail est une association qui vante l'esprit d'équipe nationale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour ce qui concerne le besoin du peuple congolais, le besoin immédiat, c'est-à-dire le bien-être social. Et ce besoin est recherché et poursuivi même par l'UDPS dans son deuxième objectif, démocratie et progrès social. Ce besoin est poursuivi par le PPRD, dans son D du PPRD, développement. Ce besoin est poursuivi par le PALU et par tout le monde. Alors, nous avons pensé voir comment nous pouvons dresser des bilans positifs de toutes ces personnes qui ont initié ce genre de partis et qui nous ont conduits jusque-là. Et nous avons remarqué que notre pays, la politique de notre pays, nous amène à devoir différencier je dirais le végétarien, mais je vais dire la célébrité politique de la popularité en politique. Nous avons 3 grands leaders. Nous n'avons que 3 leaders qui sont vraiment populaires. Qui sont-ils, ces leaders, selon vous? Je parle par ordre d'âge. Je parle de Antoine Gizenga, qui du clic de doigt peut mobiliser des millions de gens. Je parle d'Etienne Tshisekedi, qui du clic de doigt peut mobiliser des millions de gens. Je parle de Joseph Kabila, qui peut aussi mobiliser des millions de gens. En dehors de ces 3 personnages, nous avons beaucoup de célébrités politiques. Alors maintenant, pour faire un travail, le MGT, nous nous sommes réunis, nous avons dit, voyons les vertus de ces personnes. Pourquoi elles sont célèbres? Pourquoi elles peuvent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Quelle est leur responsabilité vis-à-vis de nous? Nous avons vu qu'on réunit des millions de gens, on leur donne une parole et ces gens suivent. C'est l'éducation de la masse. C'est apolitique ou... Alors, je reviens le MGT dans son objectif. Le premier objectif, c'est assister l'État dans tout son effort pour le bien-être social. Là, on va vous comparer au PPRD, au PALU ou à d'autres partis politiques. Non.
Vous voyez, par exemple, les Médecins sans frontières, une ONG bien connue, n'est-ce pas, participent à l'effort de chaque État dans lequel se trouve. C'est pour le bien-être. Oui, mais le bien-être social, côté santé. Alors nous parlons du mouvement de la génération du travail. Je viens de dire que nous allons participer à l'effort de l'État, que ce soit dans la facilitation de trouver du travail ou dans la création massive d'emplois. Parce que parmi nous, nous avons des entrepreneurs comme moi-même, nous avons des avocats, nous avons même des médecins. Vous voyez, le bien-être social est global. Et mon parti l'UDPS parle de cela. Le PPRD parle de cela. Le PALU parle de tous les partis parlent. Donc, ça veut dire que vous séparez avec l'UDPS quand vous créez le MGT ou Mais vous non. continuez à rester UDPS? Pas du tout. Le MGT n'est pas un parti politique. Le MGT, c'est une association. C'est comme si vous me posiez la question, alors mes entreprises, parce que je dirige mes entreprises avec ma politique entrepreneuriale, je dis je vais faire une proposition au gouvernement pour construire des ponts ou autre chose, faire le métro de Kinshasa, vous allez dire que je me détache de l'UDPS. Ça ne veut pas le statut du parti. Je n'ai pas compris. Est-ce que votre association ne viole pas le statut du parti qui peut-être interdit à un membre d'honneur aussi, soit-il comme vous, d'avoir des structures parallèles? Ce n'est pas une structure parallèle, je répète, c'est une association. Dans notre parti, il y a des gens qui sont membres, par exemple, de Rotary Club ou de Lions. Et pourquoi je ne peux pas avoir une structure? Pourquoi je ne peux pas être membre d'un V-Club plutôt que de Mazembe? Elle sera aussi, comme vous, son initiateur en cheval entre l'opposition et la majorité. L'association a un objectif bien précis. Alors, nous participons à l'effort de l'État. L'État, ce n'est pas Joseph Kabila. L'État, c'est l'État congolais. Et si même Tshisekedi demain était président, l'État, ça ne sera pas Tshisekedi. C'est-à-dire l'effort de l'État. Notre association va vivre plus que nous. Alors, l'État, c'est l'État congolais. Mais pourquoi la question liée au leadership vous préoccupe tant, vous qui êtes une association? Parce que, comme je venais de le dire, les leaders qui sont capables de rassembler des millions de gens ont la possibilité d'éduquer les masses. Et dans cette éducation, nous avons nos préoccupations. Parce que pour l'instant, nous sommes en crise de confiance. Regardez, chaque jour, nous vivons la diabolisation de nos dirigeants. Il ne se passe pas un jour qui amène des insultes sur nos dirigeants. Nos 3 dirigeants de qui je parle, par exemple. Sans compter les autres dirigeants, c'est-à-dire les ministres, le Premier ministre. C'est de la bonne guerre politique. Ce n'est pas la bonne guerre. Je pense qu'il faut un minimum de respect. C'est-à-dire, si on veut faire une comparaison, comme j'ai entendu certains de mes compatriotes le dire, on ne change pas les règles du jeu pendant les jeux, d'accord, mais respectons les règles du jeu. Pendant le jeu, il ne faut pas insulter le capitaine, il ne faut pas insulter les coachs, il faut pas... Non, c'est pas ça. C'est pas de bonne guerre. Vous opposez à cela, en même temps, vous péchez aussi quand votre choix apparaît un peu discriminatoire. Il n'y a pas que 3 leaders aujourd'hui. Je vais peut-être vous citer d'autres leaders aussi. Jean-Pierre Bemba, par exemple, c'est un leader. Vital Kamerhe aussi, c'est considéré comme étant un leader. Kingo Adondo aussi, il est un leader. Tant d'autres leaders aussi. Martin Fayoulou et tant d'autres. Mais pourquoi ils ne se retrouvent pas dans votre choix? Non, je n'ai pas choisi. J'ai dit ceci. J'ai dit, nous avons 3 leaders capables de mobiliser des millions de personnes. Nous avons d'autres leaders, appelons-les ainsi, mais qui sont célèbres. Mais les 3 là sont populaires. Vital Kamerhe était 3e aux élections. Il est célèbre, il n'est pas aussi populaire que Gizenga, que Tshisekedi, que Kabila. Vous le savez mieux que moi. Il est célèbre, je ne lui enlève rien du tout. Et peut-être demain, il sera très populaire aussi. Pourquoi pas? Mais parlons du bilan des 3 leaders que vous nous présentez. Vous savez qu'ils sont en vue, c'est vrai, mais les Congos restent pauvres. Le Congo, la vie de Congolais, la vie sociale de Congolais qui vous préoccupe ne change pas. Devons-nous continuer à compter sur des leaders qui ont échoué, les leaders que vous nous présentez? Je ne sais pas ce que vous appelez échec. Et j'ai entendu même mon président en 2013, dans son meeting à l'Imité, définir notre histoire politique comme une débâcle politique qui a conduit le pays à l'échec. Je ne sais pas si vous parlez dans le même sens de l'échec. L'échec, c'est quoi? Oui, nous avons l'échec dans le sens que le peuple ne se retrouve pas. Ça, c'est vrai. Mais nous avons des réussites. Voilà pourquoi je voudrais que tous les membres de notre association
comme ils le font déjà d'ailleurs, se concentrent sur le point de réussite. Moi, je dresse un bilan positif d'abord de chacun d'eux, et puis je vois le côté négatif qu'on peut améliorer. Mais si on doit tout jeter parce qu'il y a seulement le côté négatif qu'on voit, on n'avancera jamais. Il y a un bilan positif de Kabila. Je peux dresser un bilan positif de Gizenga. Je peux dresser un bilan positif de Tshisekedi. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, de toute façon. Gizenga, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de lui, mais c'est quelqu'un qui est l'exemple de la cohésion nationale. Regardez ce qu'il a fait de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez le rappeler? Le fait d'abord d'accepter une coalition, d'accepter de travailler en coalition avec le PPRD, c'est quelque chose d'énorme. Pour quelqu'un qui est un meneur d'hommes comme lui, c'est un exemple énorme. Coup de chapeau. Mais vous pensez que les Congolais ont gagné quand Gizenga accepte de travailler avec Kabila? Alors, si nous arrivons à gagner le sens que je prends en ce moment d'équipe nationale, et nous travaillons, nous gagnerons. Mais ce n'est pas en se déchirant que nous allons gagner. Mais pourquoi les trois leaders sont jusque-là incapables de nous produire ce que vous appelez équipe nationale? Déjà, eux-mêmes ne s'entendent pas, on ne les a jamais vus ensemble, vos trois leaders. Voilà le travail que le MJT va proposer parce qu'on s'est arrêté sur ce point. Pourquoi pas? Moi-même qui vous parle, oui, on m'a donné de tous les noms parce que surtout depuis 2010, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour essayer de créer une rencontre entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, qui je n'ai pas amené chez Etienne Tshisekedi, en catimini ou comme ça, à la lumière du jour. Mais je vais vous dire, c'est pas facile. Tous ces meneurs d'hommes ont leur point de faiblesse. Ils sont facilement pris en otage. Regardez ce qui se passe autour de mon parti. L'UDPS, si on ne fait pas attention, va se réduire au niveau du noyau familial. Parce que vous le voulez ainsi, surtout vous, le membre de famille. Moi, je ne vous comprends pas. Tantôt je ne suis pas là, tantôt je suis membre de famille. Mais je vous dis, si, ce n'est pas ça, c'est pas facile. Parce que même le président Kabila, je pense, en quelque chose, il est pris en otage. Pourquoi je dis cela? Vous voyez, nous sommes sur un grand problème aujourd'hui, issu de la méfiance totale. Le dialogue. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'opposition qui ne veut pas du dialogue. Il y a aussi une bonne partie des personnes qui sont au pouvoir qui ne veulent pas de ce dialogue. Pour la simple raison, que je comprends d'ailleurs, que comme à l'issue de ce qui s'est passé avant, les concertations, à l'issue, on a eu un gouvernement de cohésion nationale, mais beaucoup ont perdu leur poste et je ne pense pas que tout le monde qui est là soit content de perdre le poste si jamais il y avait le dialogue. On va parler de cela tout à l'heure dans les questions d'actualité, mais je voulais revenir encore avec les trois leaders que vous avez présentés, que le MJT présente, je ne sais pas comme modèle de réussite au Congo, mais aujourd'hui, avec vos trois leaders qui ont échoué selon certaines opinions, qui estiment aussi qu'il faudrait absolument un nouveau vent qui puisse souffler au Congo avec une nouvelle génération de Moïse Katumbi, de Vital Kamerhe, de Jean-Pierre Bemba, de Martin Fayoulou. Ils sont nombreux. Franck Djongo, ce sont une génération montante qui estime apporter un vent nouveau dans la manière de gérer la République. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas si vous appelez nouvelle génération, parce que toutes les personnes que vous venez de citer sont de la vieille garde. Le vent nouveau, si vous le voulez comme ça. Pourquoi il est nouveau? Je ne sais pas, parce qu'ils sont de la vieille garde. Et la plupart sont même plus vieux que l'actuel président de la République. Plus vieilles dans le sens de l'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup sont même plus vieilles dans le sens de la politique. Le président est au pouvoir, ça fait plus de 15 ans maintenant. Ils estiment que le bilan est négatif. Il faudrait penser autrement. Voilà. Non, moi, je vous demanderai alors à ce point de parler, que nous puissions parler honnêtement de ces bilans. Le bilan est négatif parce que moi, je n'arrive pas à manger à ma faim, c'est possible. Mais parlons en général du bilan. Je commence par Etienne Tshisekedi. Ceux qui disent que le bilan est négatif, ils sont de la vieille école, ils doivent partir, ainsi de suite. Mais ils sont libres de le dire, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils ont acquis cette liberté de dire? À l'époque de Mobutu, ils pouvaient ouvrir la bouche, parler et dire que Mobutu n'est pas bon, ou bien ils avaient tous peur. Nous avons acquis la liberté d'expression grâce à Etienne Tshisekedi. Vous n'allez pas me dire non, et vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une réussite. Pour ne parler que de cela, nous parlons de Joseph Kabila. Mais écoutez, Joseph Kabila, moi j'ai eu peur pour lui en 2001. Pourquoi?
Parce que j'ai dit, il n'est pas expérimenté d'abord. C'est vraiment suicidaire de prendre un pays aussi gros que celui-là, le mettre sur ses épaules, et puis dire, je vais aller chercher la paix partout où elle se trouve. Mais attendez, nous sommes en paix. Je vous dis, je viens de Paris, je viens de Bruxelles. Je crois qu'on est beaucoup plus dans la peur à Paris ces jours-ci, et à Bruxelles, qu'ici. Je ne veux pas faire de paragone, je ne veux pas faire de parallélisme là-dessus, mais je veux dire que nous sommes en paix. On ne peut pas le nier. Nous avons une économie stable, même si elle est petite. Mais nous avons une économie stable que nous pouvons gérer maintenant avec des experts d'une autre manière. Nous pouvons gérer. Mais nous avons la stabilité de l'économie. Nous avons l'armée, excusez-moi, nous avons l'armée qui est unifiée. Et vous allez me dire que tout ça, c'est un échec? Non. Même tu sais qu'il ne voit pas des choses comme vous. D'ailleurs, il qualifie de négatifs les bilans de Joseph Kabila. Mais c'est ça que je dis. Avec son lit de peste. Quand on est dans la politique, on est ancré dans la politique, une dose de démagogie ne manque pas. C'est ça d'ailleurs qui fait la politique. Mais je pense qu'il faut s'asseoir et se mettre là. Si on cherche le dialogue, Étienne Tshisekedi a parlé du dialogue, mais c'est puisqu'il y a quelque chose de positif qu'on peut dire au dialogue. Alors ce n'est pas tout échec. Je vous ai parlé d'Antoine Gizenga, l'exemple de la cohésion. Je pense qu'il y a des gens, non seulement qui se trouvent financièrement, si vous voulez, non, ce n'est pas dans ce cadre-là, mais qui ont un élan. Vous pensez que ces trois leaders ne sont pas indispensables? Ces trois leaders sont très indispensables. Voilà pourquoi notre démarche dans le MGT, nous avons élaboré, on ne va pas se limiter à critiquer ou bien à dénoncer la mauvaise foi plutôt que ce qui ne marche pas. Nous voyons d'abord le côté positif. Nous allons présenter nos propositions, pour ne pas dire des solutions, parce que solutions, ça fait un peu prétentieux, des propositions à ces trois leaders. C'est une démarche que le MGT fait. Nous présentons des propositions pour éluder toutes sortes de crises qui vont découler de cette crise de méfiance. Ces propositions portent sur quoi exactement? Avec votre permission, je peux vous dire que ce sont des propositions qui portent sur cette crise de méfiance, la résolution de la crise de confiance, pardon, et aussi des résolutions qui vont aller à l'encontre du désirata de notre peuple. Mais je ne peux pas dire plus qu'autant parce que de toute façon, à tout près tout honneur, on commence par... Pensez-vous que la tâche sera facile quand on sait déjà que la main tendue Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi peine à être acceptée jusqu'à aujourd'hui? Vous le savez d'ailleurs. Je viens de vous dire une chose. Ces trois leaders sont très forts. Mais dans leur force, il y a la faiblesse. Et cette faiblesse fait que ces trois leaders sont, dans un sens ou dans un autre, pris en otage par leur cercle. Mais quand ils se déchaînent, parce que ce sont des leaders, vous allez voir que la chose va fonctionner. Est-ce possible de le mettre ensemble aujourd'hui? Nous croyons fermement que c'est possible. Alors, pensez-vous, le MGT, il est vrai, on va d'ailleurs parler du dialogue, vous le savez, le président de la République a convoqué les dialogues officiellement, ça fait déjà plusieurs mois, et jusqu'aujourd'hui, malgré la rencontre ou les contacts secrets que les émissaires de chefs de l'État ont eu avec Étienne Tshisekedi, malgré l'arrivée des émissaires ou des envoyés spéciaux qui ont été envoyés pour voir Tshisekedi par rapport à cette question, jusque-là, les lignes ne semblent pas bouger. Pensez-vous réussir là où les émissaires de Kabila et les envoyés spéciaux ont échoué? Encore une fois, selon moi, vous allez très vite avec ce terme-là, échouer. Je ne pense pas. Le monde entier prétend qu'il n'y a pas de dialogue au Congo, que ça piétine. Mais je pense qu'il y a déjà dialogue. Tout ce qui se passe là, c'est dialoguer. Se lamenter, aller dans des procès d'intention et dire que ça ne va pas marcher, dire que c'est un échec pendant qu'on dit que c'est une réussite. Tout ça, c'est dialoguer. Mais seulement, c'est la forme qu'on n'arrive pas à donner. Mais cette forme, elle n'est pas donnée à cause de quoi? À cause, oui, effectivement, de la mauvaise foi d'une part, l'arrogance de l'autre, la peur aussi. Mais on va surmonter tout cela. On va surmonter et en temps. Et même dans le respect des délais. Et c'est ce qui fait encore plus peur. Vous parlez de la méfiance, mais comment créer la confiance entre les deux camps, les deux partis? On peut mettre en évidence la confiance. Nous allons récupérer d'abord la confiance du peuple.
Parce que c'est le peuple qui va faire confiance. Voilà, il y a un faux problème. On veut créer une confiance entre Étienne Tshisekedi, Joseph Kabila et Antoine Gizenga. Et dernièrement, c'est surtout Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais non, je ne pense pas que c'est là le problème. Il faut pas voir Joseph Kabila, il faut voir le président de la République. Il ne faut pas voir Étienne Tshisekedi, il faut voir tous les millions de personnes, tous les millions de milliers de Congolais que Étienne Tshisekedi a dans sa main et dans sa bouche. Alors maintenant, si on les voit comme structure et on confond ces structures avec leurs personnes physiques, là ça ne marche pas. Mais voyons maintenant la base. Que voudrait l'UDPS, la vraie UDPS? L'UDPS, ce n'est pas la bouche autorisée de l'UDPS, mais autorisée par qui? La base de l'UDPS, qu'est-ce qu'elle voudrait? Le bien-être auquel l'UDPS aspire, c'est quoi? Le progrès social, c'est quoi? Voyons cela et maintenant touchons le problème dans le vif. Kabila, la même chose. Il est président de la République, mais ne voyons pas la personne physique de Kabila, Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que le PPRD cherche? Qu'est-ce que le pouvoir cherche? D'ailleurs, il n'est même plus PPRD parce qu'il est président de la République. Alors c'est là que les deux se rencontrent. Mais les deux se rencontrent dans la population. Mais est-ce qu'il se pose un problème de méthodologie parce qu'on voit la volonté de Joseph Kabila de rencontrer Tshisekedi, cela s'est manifesté par autant des émissaires qu'il a envoyés. On a vu le chef de la maison civile de Joseph Kabila aller voir Tshisekedi. On a vu même le patron de l'ANER faire un tour. On a même appris que le gouverneur de Kinshasa serait même parti voir Tshisekedi en son nom. Il y a eu des contacts à Vénus et à Ibinza à l'étranger. Mais pourquoi, malgré tout cela, Tshisekedi ne parvient pas à marquer aussi un pas vers Joseph Kabila? Est-ce qu'il se pose un problème de méthodologie au niveau du président de la République qui procède mal, ou les problèmes se posent au niveau de Tshisekedi? Il se pose un problème de méthodologie, oui. Je dirais même d'un peu de maladresse, mais c'est ça qui fait partie du dialogue. Il se pose un problème du dialogue. Alors, pour qu'il y ait dialogue, il faut définir les partis qui vont au dialogue, qui ont besoin du dialogue. Voilà pourquoi j'évite le terme convoquer le dialogue. On ne convoque pas le dialogue. On a besoin de dialoguer. Vous comprenez? Alors, s'il y a un problème, selon le président de la République, le problème se poserait autour des élections. Mais selon Étienne Tshisekedi, le problème se poserait autour des autres élections passées. Et selon, je ne sais pas, Vital Kamerhe, l'inopportunité du dialogue. Vous voyez que ça, on a mal choisi. C'est-à-dire, on se cherche. Mais c'est pas le dessus des cartes. C'est vrai, officiellement, on voit des déclarations. Tshisekedi dit pas de dialogue sans la médiation internationale. Kabila qui dit on peut dialoguer entre nous, on n'a pas besoin de l'étranger. Ça, c'est officiel. Mais c'est quoi les dessus des cartes? Les dessous des cartes, c'est ce que je viens de dire. Messieurs, on a usurpé le pouvoir du peuple. Comment? En substituant des personnes physiques à leurs tâches, à leur institution. Si nous voyons Joseph Kabila comme président de la République, ce problème-là n'existerait pas. Si nous voyons Étienne Tshisekedi comme le leader d'un parti aussi grand, une grosse machine comme l'UDPS, ce problème-là n'existerait pas. Mais comme on veut voir les personnes, on oublie que c'est le peuple qu'ils représentent, que ces personnes représentent. Alors, allons d'abord vers le peuple. Qu'est-ce que le peuple voudrait? Est-ce que le peuple veut aller dans la rue, se taper, casser tout, recommencer à zéro? Je ne pense pas. Mais pensez-vous que quand Tshisekedi exige la médiation internationale, quand il demande que Ban Ki-moon ou son représentant convoque le dialogue au Congo, vous pensez qu'un tel raisonnement est fondé, ne viole pas notre souveraineté? Nous sommes dans toute liberté d'expression. Et même si c'est Étienne Tshisekedi qui nous a amené la liberté d'expression, on ne peut pas lui enlever cela. C'est son opinion. Moi, si vous me posez la question à moi, je vous dirais que, écoutez, moi, je ne vois pas pourquoi nous devons faire marche arrière, être sous tutelle. Je ne vois pas. Mais il a ses raisons. Il va un jour ou l'autre les exprimer. Mais pour l'instant, il donne ça comme cahier des charges, comme feuille de route. Il est vrai que Étienne Tshisekedi, on l'appelle même le Sphinx, hein, le Sphinx de l'humanité. Mais dans ces positions, on a comme l'impression que
c'est un homme qui a du mal à prendre une décision et à rester, à respecter sa décision. On l'a vu quand il fallait aller à Brazzaville, il a accepté, mais un bon matin, il s'y rebuffe, mais il accepte le dialogue, en même temps, il crée le blocage. Mais pensez-vous que Etienne Tshisekedi, c'est un homme aussi des décisions et qui sait respecter sa décision ou respecter ses interlocuteurs? Je peux me permettre de revenir à ma relation avec Etienne Tshisekedi pour répondre à votre question. Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un de très constant. On lui donne de versatile dernièrement. Non, c'est pas correct. Remarquez bien, tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, il n'y a rien de changé. Il y a eu une évolution que tout le monde semble ignorer aujourd'hui. Il a dit, le dialogue n'est pas un aveu de faiblesse. Il a même renchéri que ça fait partie de notre culture. Donc vous comprenez qu'il a fait un pas. Mais il y a cette méthodologie, laquelle nous parlions tout à l'heure. Il y a beaucoup de maladresse de part et d'autre. Il y a aussi ce problème de prise en otage. Etienne Tshisekedi ne vit pas comme tout le monde, dehors, au contact direct avec la réalité. Et comment il s'informe? Comment il a toutes ces informations? Alors, si ces informateurs le prennent en otage, imaginez-vous si on peut amener même sa personne physique dans un hôpital de proximité, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ses oreilles pour lui rapporter des vérités ou, pas ou des demi-vérités? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très difficile quand on est à ce niveau. Voilà pourquoi nous sommes dit dans le MJT, analysons les vertus, parce qu'on risque de se perdre dans des erreurs, dans des maladresses. Les vertus. Et travaillons sur ces vertus, parce que c'est notre patrimoine. Et nous travaillons sur ça. Mais c'est un homme qui fait mal à la tête, c'est pas un bon partenaire en matière de négociation, parce qu'il se rebiffe à tout moment. N'est-ce pas que ceux qui pensent ainsi ont raison? Non, non, il maintient ce qu'il a dit, à tout moment. Il ne se rebiffe pas. Je pense que ce ne serait pas correct de parler de lui dans ces termes. Que ce soit pour le respect pour ce qu'il nous a apporté, et que ce soit pour le fait que je pense que ce n'est pas facile de trouver à chaque coin de rue une personne qui est capable de traîner des millions de personnes comme il peut le faire. Je ne pense pas. Mais quelle est la magie? Quelle est la recette qu'il faut, je dirais, opérer ou cuisiner pour obtenir la confiance et la véritable saisir Etienne Tshisekedi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. La confiance, la crise de confiance n'est pas dans le chef de ces trois leaders. La crise de confiance de laquelle je parle, elle est dans le peuple. C'est-à-dire on a entraîné le peuple dans une crise de confiance qui a fini par devenir un mépris. C'est-à-dire on se méprise. Je vous donne un petit exemple. Hier, aujourd'hui, avant-hier, on a fêté Ibenge, l'entraîneur des Léopards, parce que nous avons gagné le CHAN 2016, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pensé si l'année prochaine Ibenge ne gagnait pas, combien on va l'insulter? Alors, cette habitude de ne pas reconnaître les mérites est ancrée maintenant dans la population. On scande des chansons partout pour insulter les chefs facilement. C'est un petit défaut que nous a amené la liberté d'expression. Ce n'est pas un problème de civisme aussi au niveau des partis politiques, surtout à l'IDPS. Vous savez, avec les combattants, ces phénomènes, vous savez comment il est difficile de fois de participer à une manifestation de l'IDPS, il faut fermer ses oreilles. Exactement, c'est ça. Alors, ça a amené, le mépris a même amené à la violence, n'est-ce pas? Un parti comme l'IDPS qui s'est dit non violent a touché beaucoup de points de violence dernièrement. Alors quand on a la méfiance qui amène au mépris, on finit par la violence et la destruction de tout. Voilà pourquoi le NGT pense aller à la source du problème. Pensez-vous que vous serez écouté, vous serez le bienvenu? Il n'est même, enfin, si nous serons écoutés par les trois leaders, je pense bien, ils vont écouter. Et maintenant qu'ils renvoient cela avec le revers de la main ou qu'ils corrigent ou bien qu'ils apprécient, ça c'est autre chose. Mais nous allons présenter. Par contre, nous sommes parti du peuple et nous agissons comme parti du peuple et nous sommes lésés par notre propre méfiance, notre propre mépris.
Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être écoutés. Nous ne sommes pas des pasteurs pour dire aimons-nous les uns les autres. Non, on commence à agir. Qui est derrière vous, les MGT? Qui est derrière nous? Nous avons beaucoup de personnes, tant physiques que morales, qui nous encouragent d'abord et qui veulent voir aussi ce que nous allons faire, que ce soit ici et beaucoup à l'étranger, nos compatriotes. Et nous avons beaucoup de personnes. Nous en sommes partis aussi, parmi ces personnes-là. Il faut nous compter aussi. Alors, vous avez un chantier, un ouvrage qui n'est pas encore publié. Pourquoi jamais l'IDPES? C'est vrai que l'opinion n'a pas encore pris possession du contenu aussi, à notre avis, provocateur et interpellateur, si vous le voulez. Pourquoi écrire un livre sur votre parti avec un titre aussi provocateur? Pourquoi jamais l'IDPES? Je ne sais pas où vous trouvez la provocation. Pourquoi jamais l'UDPS? En fait, l'explication de ce titre est très aisée. 34 ans que nous sommes dans l'UDPS, 34 ans que nous avons combattu la dictature de Mobutu avec brio, mais 34 ans que nous avons commencé petit à petit à perdre l'objectif du parti. Nous avons transformé les militants camarades en combattants et nous avons pris goût au combat. Nous combattons tout ce qui bouge, tout ce qui n'est pas. C'est-à-dire, nous avons pensé que l'UDPS, pour que le pays marche, nous devons avoir le pouvoir total. Dans ce livre, je déplore quelque chose. Vous voyez, le feu Frédéric Kibasa Maliba, membre de l'UDPS, fondateur de l'UDPS, membre fondateur, et quand il a compris que le pouvoir, on peut le grignoter aussi petit à petit, parce que nous avons fait ce combat pour commencer à gagner les institutions, mais partout au monde. Partout au monde. Nous faisons le combat pour gagner la majorité au Parlement. Nous faisons le combat pour avoir autant de ministères. Mais chez nous, dans l'UDPS, quand quelqu'un va travailler, accepte un poste ministériel, par exemple, tant que ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir total, c'est-à-dire qui est président de la République, on le diabolise. On a connu Kibasa, on a connu Capita, on a connu tous ces membres fondateurs. Député à l'Assemblée nationale. Oui, bon, c'est l'exemple. Mais il y a aussi un peu d'hypocrisie parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui continuent. Vous déplorez aussi la gestion du parti actuellement, vous estimez, vous tirez même la sonnette d'alarme. On a comme l'impression que c'est pratiquement un livre qui vient étaler la mégestion. Non, je ne parle pas de la mégestion, je parle plutôt de, oui, sonnette d'alarme parce que on est en train de confondre maintenant la personne d'Étienne Tshisekedi avec le parti. C'est une grosse machine qui est réduite aux épaules d'une personne. Est-ce que vous n'exposez pas le parti à travers cet ouvrage? Non, au contraire. Ça aide le parti. Le faiblesse du parti. Non, il n'y a pas de faiblesse du parti là-dedans. Le parti est devenu une chose très large à la base, mais avec un seul sommet, très proche de la base. Voilà pourquoi ça devient un problème. Mais en ce moment, à cause de ces livres d'ailleurs, je dirais, il y a une tendance, une vraie décision de l'unification de l'UDPS. Je pense que ça marche. Et l'IDPS aujourd'hui, quand vous lisez, on a comme l'impression que ça devient une affaire familiale, l'IDPS aujourd'hui. Je suis en train de parler de l'unification de l'IDPS. Donc, moi, je suis contraire au fait de penser que la famille Tshisekedi, mais la famille Tshisekedi n'a pas créé l'IDPS. Lui-même, il est contre, apparemment, cette réunification que vous prenez. Il n'a pas dit qu'il était contre. Parce que on est déjà ensemble, sauf lui. C'est encore cela. Je pense que ceux qui sont capables de le prendre en otage, d'aller le mettre dans un hôpital de proximité, sont aussi capables de ne pas le faire comprendre le vrai sens de l'unification de l'UDPS. Est-ce que vous ne pouvez pas cesser de rêver, de réunifier l'UDPS, de voir revenir à l'UDPS, peut-être Ibas Maliba ou les autres qui sont déjà partis, les Kyungu Wakumwanza, ne pourront plus jamais accepter d'être UDPS aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un rêve qui ne va pas se réaliser un jour? Non, que des gens reviennent à l'UDPS, ce n'est pas ça. L'unification n'est pas voir des gens revenir. L'unification, c'est-à-dire avoir une même, c'est-à-dire le parti unique. Pas UDPS X, UDPS Z, non, une UDPS, une seule UDPS. C'est ça. C'est même pas le rêve, c'est ça la démarche. Et ça va se faire. Et cela va se passer, je vous l'ai dit. Mais
donnons le temps au temps, parce que tout ce qui reste, ce n'est qu'une question de formalité et de respect. Que deviendra l'UDPS sans Étienne Tshisekedi? Peut-être c'est la dernière question. Ça sera UDPS sans Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'UDPS sans Kibasa, UDPS sans Kyungu, UDPS sans Belchika, UDPS va continuer. C'est comme si vous me posez la question, mes entreprises, elles vont devenir sans moi. Mais non, nous devons avoir cette culture-là de la continuité. Succéder le Sphinx, par exemple. Je n'ai pas bien saisi, s'il vous plaît. C'est lui qui pourra succéder au Sphinx, au leadership du parti. Mais je crois que l'UDPS est composé de millions de personnes, de toutes catégories. Avant que vous connaissiez Tshisekedi, les connaissiez-vous? Non. Il a démontré ce dont il est capable, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous êtes son cousin, mais peut-être son fils aussi, que l'on nous brandit déjà de temps en temps, des fois. Non, je suis son cousin, je ne suis pas son fils. Je parle de son fils, Félix Tshisekedi, oui. votre neveu. Oui. Qui puisse succéder, mais ça dépend de lui. Qui apparaît comme favori pour prendre ses leadership. Mais ça dépend de lui, de sa capacité de convaincre tout le monde. Mais qu'il soit bienvenu. Moi, je ne trouve pas de problème à cela. Il aura le profil de garder l'UDPS uni et si fort. Je ne dirai jamais, parce que Tshisekedi, c'est Tshisekedi, il est unique. Si ça sera Félix, bon, il sera Félix Tshisekedi. Si ce sera quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que, même si on a vécu cela aux États-Unis avec les deux, le père et le fils Bush, mais il y a deux personnalités complètement différentes. Non, je ne pense pas. Monsieur Martin Tshisekedi, nous sommes pratiquement à la fin de cet échange et je voulais vous accorder la parole pour un mot de conclusion pour Kinshasa qui va vous suivre et même pour l'opinion aussi à l'étranger. J'ai fait allusion ici à la diaspora qui pourra nous suivre à travers de médias interposés ou les réseaux sociaux. Merci. Alors, je vais me concentrer sur la présentation de notre mouvement, le MGT. Surtout, comme vous avez parlé de la diaspora, nous avons beaucoup d'adhésions en France, en Italie, en Belgique. Et nous allons continuer notre démarche en Espagne et en Allemagne. Pourquoi je parle spécialement de ces pays, et en Afrique du Sud évidemment, c'est parce que nous savons que notre pays n'est pas en crise, autre que la crise de confiance. Et cette crise de confiance peut nous amener dans un embrasement. Et si la RDC s'embrasait, il y aura les 9 pays qui nous entourent, qui partagent des frontières avec nous, qui vont subir le coup. Et l'Europe, les pays que je viens de citer là, vont connaître un flux migratoire beaucoup de moins, plus important que ce que la Syrie offre aujourd'hui. Et je pense que ça va durer tellement longtemps qu'il nous sera très difficile d'éteindre le feu. Le MGT se prend en charge par rapport au nombre d'intellectuels que nous sommes dans l'association. Nous allons essayer de faire comprendre tous nos compatriotes le bien fondé de la paix d'abord, que nous avons et qui nous a coûté très cher, et le peu que nous avons de l'économie, ça nous a coûté très cher de maintenir et aller de l'avant. Alors, avec ça, nous nous prenons en charge, nous allons voir nos leaders. Quand ce sera le moment, nous allons démarcher auprès de toutes les autres autorités, des pays surtout que je viens de citer, pour éviter la catastrophe qui s'annonce. Mais pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Avez-vous l'impression d'avoir brûlé la case ou vous avez joué au sapeur-pompier après avoir tenu des propos que vous avez pu faire découler de cette émission? Mais il n'y a pas encore le feu. L'institution présidence de la République est en marche, en fonction, le Parlement est en fonction, l'armée est unifiée, le Premier ministre est en fonction et tout fonctionne, donc il n'y a pas le feu. Mais on voit venir le feu et on ne joue pas avec ce feu qui vient. Monsieur Martin Tshisekedi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Merci à l'opinion qui nous a suivis à Kinshasa, notre pays, et à travers le monde. Nous disons merci à celui qui nous a tenu compagnie, Shiga Mwamba qui était à réalisation. Merci également à Madame Raïssa Bongo qui nous a aidé à rencontrer Monsieur Martin Tshisekedi. On vous retrouve très prochainement pour un autre rendez-vous spécial aussi. À très bientôt.